Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Il compte pour nous, la web-série dédiée aux entrepreneurs et clients du cabinet d'expertise comptable en ligne Ça compte pour moi. Je suis Anna et je vous remercie de nous retrouver pour ce rendez-vous dédié au partage d'un bon moment à travers un focus sur le parcours d'entrepreneurs inspirants pour partager avec vous les bonnes astuces, les bonnes pratiques et les retours d'expérience des chefs d'entreprise. Quel a été leur projet? Comment ont-ils passé le cap de l'entrepreneuriat? Quelles sont les étapes de vie d'une entreprise? Ici, on partage de bons conseils et on s'inspire de vos histoires. J'ai le plaisir de recevoir David Louis, entrepreneur bordelais, qui depuis plus de 15 ans travaillait dans la fonction publique. À un moment donné, il a souhaité rentrer en France pour se rapprocher de sa famille installée à Bordeaux. Aujourd'hui, il va nous parler de son parcours atypique et de sa richesse d'expérience qui l'a naturellement conduit vers la création d'une entreprise qui lui ressemble et qui puisse avoir du sens à ses yeux. Il a donc créé Recycléo, qui est spécialisé dans la collecte et le recyclage de déchets de bureaux. Et face à la demande accrue de ses clients, il a su trouver une solution innovante pour annuler les produits toxiques et dangereux contenus dans les mégots de cigarettes et les recycler selon un procédé local. Bonjour David. Bonjour Anna. Merci d'avoir répondu présent. Merci à vous pour l'invitation. Écoutez, je suis très honoré en tout cas d'avoir été choisi pour parler un petit peu d'une expérience qui est enrichissante en tout cas d'un point de vue individuel et puis j'espère qu'il pourra inspirer certains de vos téléspectateurs, je ne sais pas comment on dit. Les entrepreneurs de manière générale en effet. David, si vous deviez vous présenter aux entrepreneurs qui nous écoutent aujourd'hui, qui êtes-vous? Quel est votre profil d'entrepreneur? Écoutez, moi j'ai aujourd'hui, alors on va commencer par l'âge, j'ai une quarantaine d'années bien passées, une formation à la base de cuisinier qui m'a amené plutôt vers des fonctions managériales, donc j'ai poussé jusqu'à un master. Et puis après, c'est un parcours de vie. Je m'étais plutôt orienté effectivement sur tout ce qui était aide auprès d'autres personnes. J'ai monté une entreprise à l'époque. Enfin, j'étais chargé de mission pour la création d'une entreprise spécialisée dans l'intérim d'insertion. Et après, j'ai voulu continuer à pouvoir aider d'autres personnes, mais plutôt dans la coopération internationale, à travers des programmes d'aide au développement, en l'occurrence dans le domaine de l'éducation. Donc, j'ai travaillé une dizaine d'années un petit peu dans l'Océanie, en Afrique et autres. Et puis, ma dernière expérience, voilà, c'est vraiment des concours de vie. Ma dernière expérience, j'ai été au Burundi. Donc, c'est un petit pays à côté du Rwanda, Afrique centrale, on va dire. Et malheureusement, il y a eu un coup d'État. Donc, tout le projet tout le travail qu'on avait, nous, initié, s'est retrouvé du jour au lendemain compromis, effectivement, par une situation politique délicate. Et c'est là où ça a été un petit peu le déclic. Et je me suis dit, écoute, deux options. Soit on essaie de recommencer, mais c'est quand même beaucoup d'investissement personnel et puis un peu de déception quand même. Ou soit tenter l'expérience de la création d'entreprise avec la possibilité en plus, cette fois-ci, de rentrer un petit peu en France et de se rapprocher de la famille parce qu'effectivement, je les avais un peu délaissés depuis longtemps. Donc, en gros, voilà comment je peux me présenter. Donc, aujourd'hui, je suis bordelais, à Cestas, très précisément. Et j'ai monté mon entreprise, ça fait environ 3 ans et demi maintenant, qui est spécialisée, comme vous le disiez tout à l'heure, dans le domaine du recyclage et donc très axé écologie. Très bien. Des valeurs très importantes aujourd'hui qui suscitent l'intérêt, j'espère, chez chacun. Alors, c'est une notion. Alors, il ne faut pas se mentir, je cherchais moi une entreprise qui puisse avoir un certain portage, donc qui puisse rencontrer un marché. Et c'est vrai que l'écologie répondait à la fois à cette dimension économique. Il ne faut pas se lancer dans une entreprise ou dans un cycle de vie de produit qui serait plutôt en fin de carrière. Lancer des fax, en ce moment, c'est un peu mort. Ou du télétexte, ça serait terrible. Mais voilà, mais par contre, ça répondait véritablement à la fois à une vraie tendance qui, en plus, se précise au fil du temps. Et puis voilà, le fait de pas épouser, entre guillemets, des activités qui ont des caractères un peu moins vertueuses, voilà, comme l'automobile, le diesel, le gasoil, par exemple, ce type de choses. Donc voilà, donc ça tombait bien. Et comment est né Recycléo? Alors ça, pareil, c'est
Alors, j'ai eu de la chance quand même, aussi, il faut le dire. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. C'est que, comme je rentrais, moi, effectivement, d'une longue expatriation depuis presque une quinzaine d'années, l'appréhension du marché français était quand même assez difficile. Parce qu'on a beau dire, même si on est français sur les papiers, on ne l'est pas nécessairement voilà, dans sa culture. Après 15 ans d'expatriation, les choses changent. Donc, plutôt que de me lancer bille en tête, je me suis rapproché d'un réseau de franchise qui s'appelle EasyTree et donc qui m'a permis en tout cas de bénéficier voilà, d'une certaine connaissance d'un produit déjà existant dans le domaine du recyclage que je me suis approprié et qui m'a permis effectivement au fil du temps, bon après, vous savez, les réseaux de franchise, c'est aussi des entreprises et des aventures aussi, mais voilà, avec des fois des bonnes expériences et des moins bonnes expériences. Donc moi, j'ai préféré effectivement prendre le bon côté d'EasyTree, donc on l'a conservé, mais développer à côté de ça des filières qui, par exemple, n'existaient pas. Et en l'occurrence, on a créé une filière dans le recyclage du gobelet plastique, mais aussi gobelet carton, puisque maintenant le plastique est interdit. Et surtout, une filière, mais c'était vraiment le poids de nos clients, qui nous ont poussé vers la création d'une filière de recyclage du mégot de cigarette. Et c'est là où, effectivement, j'ai pu tirer un petit peu parti de mon expérience passée, très axée sur le montage de projets, pour me rapprocher de la région de la Nouvelle-Aquitaine, les solliciter, effectivement, pour pouvoir bénéficier de fonds. Donc là, c'était vraiment un appui financier. Et mettre en place une filière qui est purement locale sur la récupération des mégots de cigarettes, qui aujourd'hui sont transformés en pavés. En fait, c'est de la cale bordelaise sur lesquelles les gens peuvent marcher dessus. Donc voilà. En tout cas, oui, c'était une belle expérience. Enfin, on fait ça avec un partenaire en plus. Donc voilà, c'est un enrichissement et deux compétences qui, a priori, n'ont rien à voir. Entre moi, qui suis un collecteur recycleur de déchets, et donc je vais dire son nom, c'est Monsieur Joya, qui lui est un céramiste qui fait depuis plus de 200 ans des briques et des tuiles. Et qui, voilà, de fil en aiguille, en échangeant ensemble, on s'est dit, pourquoi ne pas créer un pavé qui puisse absorber tous les produits toxiques et dangereux contenus dans un mégot. C'est incroyable parce que je ne sais pas si vous avez des quantités, des chiffres sur le volume des mégots, ce que ça représente, et de pouvoir transformer ce déchet si polluant en pavé, ça me paraît complètement fantastique. En tout cas, oui, il y en a beaucoup. Et en fait, le mégot, paradoxalement, est un déchet qui n'a pas vraiment de valeur intrinsèque. Si vous voulez, un mégot de cigarette, c'est beaucoup de produits toxiques et puis un petit bout de plastique, si on doit résumer. Mais par contre, comme vous dites, c'est que c'est 164 000 mégots qui sont jetés chaque seconde dans le monde. Et un mégot, c'est 500 litres d'eau qui sont pollués. Donc, quand on sait qu'aujourd'hui, l'eau potable représente moins de 1% de l'eau totale contenue sur la planète, c'est important, effectivement, en tout cas, de réduire et de minimiser l'impact néfaste des mégots de cigarette. En sachant, et j'insiste dessus, que le meilleur déchet qui soit produit, c'est celui qui n'existe pas. Donc, voilà, si les gens, le meilleur moyen de ne pas, voilà, ça serait de ne pas fumer. Mais je pense que tous les fumeurs savent que fumer, c'est mauvais pour la santé. Donc, pas inutile de rajouter plus de stress. Si les gens n'ont pas réussi à arrêter de fumer, aujourd'hui, on a une solution en tout cas pour traiter les mégots de cigarettes. Super. Et comment est né ce partenariat et comment vous pourriez le développer? Parce que là, aujourd'hui, vous l'appliquez sur la région de Bordeaux. Est-ce que c'est quelque chose, un procédé qui peut s'externaliser? Alors, pour être précis, c'est qui peut s'essaimer. Donc, en fait, l'idée, c'est de pouvoir proposer une solution. En fait, aujourd'hui, le modèle du recyclage est souvent calé sur des grosses unités de traitement. Je vais prendre l'exemple de la pile ou du papier. Donc, ce sont des grosses usines vers lesquelles on achemine effectivement les déchets pour qu'ils puissent être traités et après répartir effectivement la matière première ou matière première secondaire vers effectivement les zones pour être soit revendues en l'état ou retraitées pour en faire un produit fini. Nous, l'idée dans ce projet, c'est plutôt de partir sur des petites unités qui puissent être dupliquées en s'appuyant effectivement sur des unités de production existantes, avec toujours comme point d'ancrage et comme compétence le travail de la terre cuite et de la céramique. Et effectivement, à côté de ça, de pouvoir proposer à d'autres collecteurs de mégots de cigarettes ou autres de s'associer avec un partenaire équivalent et de proposer sur la région
un système de production local pour effectivement répondre à cette logique d'activité qui soit très centrée sur le local. Enfin, voilà, éviter de transporter des mégots inutilement vers des zones éloignées pour les traiter. Complètement, d'être un circuit court sur de la transformation. Je cherchais le mot. En circuit court. Merci Anna. Avec plaisir. Donc, en plus de transformer les déchets, vous créez de l'emploi. Oui, forcément, une entreprise, par définition, crée de l'emploi, tout à fait. Alors après, l'idée au niveau de l'emploi, c'est vraiment de créer des emplois qui soient durables et qui soient formateurs. Souvent, dans l'activité du déchet, le simple fait d'en parler, déchets, c'est pas sexy, ça donne pas envie. Donc, dire à des gens, bon, venez, on va travailler ensemble pour récupérer des déchets. Je dis, oui, bon, qu'est-ce que ça va m'apporter je peux pas... Et en fait, quand on commence à creuser, en fait, le déchet a une science qu'on appelle la rudologie. Et dès qu'on commence à s'intéresser véritablement aux déchets en tant que tels, en fait, ça serait plus des résidus de production. On commence à regarder chimiquement la composition même de ce qu'on récupère. Et donc, on va étudier effectivement les différents types de plastique qu'il peut y avoir. Donc, on voit du polyéthylène, du polytéréphtalate d'éthylène, du polystyrène, du polypropylène. On va regarder au niveau des watts, la ouate de cellulose, l'acétate de cellulose aussi. On va commencer à s'intéresser à beaucoup de matières qui composent véritablement le produit et qui puissent être réutilisées comme ressources vers d'autres activités. Donc, en fait, c'est un milieu qui est extrêmement riche. Et concrètement, à ce qui renvoie comme image, moi, je trouve que c'est un milieu qui est extrêmement enrichissant. En tous les cas, là, rien que de vous entendre en parler, c'est très intéressant. Et on se rend compte que oui, ça ne se limite pas aux déchets, mais il y a bien de la biologie, de la biodiversité, tout est lié dans ce microcosme. Et la finalité, c'est quand même de limiter donc, les déchets et sauver, entre guillemets, l'environnement, enfin l'épargner d'une manière ou d'une autre. En fait, c'est vraiment de faire une ressource de ce que l'on jette aujourd'hui. Et souvent, une entreprise est amenée à payer pour faire traiter ses déchets. C'est ce qu'on fait nous en tant que particulier. Lorsqu'on jette nos résidus de cuisine ou les cartons qu'on a reçus de différents sites de vente à distance, on paye pour les faire évacuer. Alors, soit il y a différents types de redevances, de taxes ou autres, mais on paye quelque chose. Aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment faire en sorte que ce ne soit plus quelque chose qui, alors peut-être économiquement, qui aura toujours un coût, parce qu'il faut aller les chercher, il faut les trier, il faut organiser tout ça, les reconnaître, mais qui puissent véritablement, plutôt que d'être brûlés, incinérés ou finir en enfouissement, regarder un petit peu, mais aujourd'hui, on a quand même des sites où les déchets sont stockés à l'air libre, donc c'est pas très joli esthétiquement parlant. Donc c'est vraiment de pouvoir les réintégrer comme une ressource, et comme vous dites, derrière, générer de l'emploi, des activités, et rentrer dans une économie vertueuse. Aujourd'hui, donc là, vous avez quand même de beaux projets qui sont clairement exprimés. Vous pensez que ça va se développer comment pour Recycléo? Si on fait un voyage dans le temps et on se projette dans 5 ans, vous voyez où? Sur un bateau et fumant un gros cigare. Non, pas du tout. C'est vraiment l'image à éviter. Non, dans 5 ans, antipode de vos valeurs. Oui, tout à fait, on est tout à fait d'accord. Non, alors dans 5 ans, c'est difficile de se projeter, surtout en cette période, vous voyez, où on vit le Covid. C'est quelque chose qui est comme... Alors, on a une activité qui est relativement épargnée, mais qui a mis un sacré plomb, qui a mis vraiment du plomb dans l'aile par rapport à nos plans de développement. Donc, au départ, on avait des plans de recrutement qui ont été abandonnés là, au cours de cette année. Et donc, du coup, on s'est plutôt concentré à rationaliser les fonctionnements de l'entreprise pour vraiment essayer de réduire un maximum les coûts et optimiser la gestion pour minimiser en fait les pertes qu'on pourrait avoir. Et donc, on a la chance d'être une petite structure. Donc, ce qui nous permet de, vous voyez, par rapport aux mégots de cigarettes, on a été à l'écoute, enfin, on est en première ligne de nos clients et on est à l'écoute du marché. Donc, la filière, vous m'auriez dit il y a un an, David, est-ce que tu penses mettre en place une filière de recyclage de mégots de cigarettes? Je dis non, pas du tout, c'est pas possible. Et vous voyez, aujourd'hui, on va être un des pionniers sur la région. Et je crois, moi, c'est ce qui m'intéresse aussi, c'est de pouvoir justement identifier les opportunités d'affaires, en tout cas des besoins des clients pour en faire des opportunités d'affaires. Et derrière, voilà, créer de nouvelles filières, s'intégrer en fait dans ce qu'on appelle la blue economy.
Dans 5 ans, j'espère que je vous dirai la même chose. C'est que dans 5 ans, moi, je me vois comme vous dire, écoutez, je ne pensais pas qu'on allait faire ça et on l'a fait. Très beau. Et est-ce que vous êtes établi, on va dire, une stratégie, un business model fixe à respecter avec des deadlines, des échéances, une to-do list, ou vous le prenez un petit peu au jour le jour et vous adaptez votre business à la réalité du marché? Alors, en fait, on fait les deux. On a souvent tendance on n'a pas une approche qui est pyramidale. Moi, quand j'ai créé l'entreprise, tout a été fait sur un business model. Donc, tout a été rédigé. C'est où l'entreprise va être située, définir la zone d'achalandage, la zone de clients, combien de clients par rapport à l'existence INSEE, du nombre d'un fichier XC. Enfin, on a vraiment tout travaillé, tout chiadé. Donc, l'idée, c'est vraiment de partir selon un plan préétabli. Avec un business model et un plan de financement qu'on a présenté aux banquiers pour vraiment le démarrage de l'activité. Et puis, on a sollicité d'autres partenaires aussi. Par exemple, j'ai l'association BGE qui nous a accompagnés. Alors, ils ne nous donnent pas beaucoup d'argent, mais le gros avantage qu'on a lorsqu'on est accompagné par ces gens-là, ce sont des prêts d'honneur, mais qui ont souvent tendance à déclencher auprès des banques un accès plus facile sur des crédits traditionnels, sur des emprunts. Voilà. Donc, ça peut être intéressant parce que vous arrivez devant le banquier, il dit voilà, j'ai un prêt d'honneur qui m'a été attribué par BGE, ou d'ailleurs il y a l'initiative Gironde aussi qui nous accompagne, qui font partie du réseau Initiative France, je crois. Je ne sais pas si peut-être vous les connaissez mieux que moi. Bon. Et, on ira creuser. Bon. Et en fait, eux, voilà, c'est souvent des collèges d'entrepreneurs qui vous aident à. Vous présentez en fait votre business plan devant eux, ils vous posent des questions, vous testent, toujours en bienveillance, et s'ils pensent véritablement effectivement que le projet est fiable, ils vous donnent un prêt d'honneur que vous pourrez effectivement présenter auprès de la banque, et la banque en général vous autorise assez facilement le crédit que vous demandez. D'accord. Ça n'empêche pas que ça n'empêche pas que l'Initiative Gironde, si jamais, ou Initiative France, si jamais s'aperçoivent que le business model est risqué ou dangereux, vous le disent et évitent, selon leur ressenti, je dirais, parce qu'une entreprise, c'est beaucoup de ressenti, mais peuvent effectivement déconseiller aux gens d'y aller. Parce que créer une entreprise, c'est quand même, ça implique beaucoup de choses. Oui. Et vous êtes lancé seul? Oui, tout à fait. Ok. Et par exemple, là, les deux associations, ces, ces associations qui vous ont accompagné, qui vous ont financé, entre guillemets, qui vous ont fait confiance, comment vous avez obtenu cette mise en contact? Est-ce que c'est vous qui avez fait une veille, qui vous êtes renseigné sur les possibilités qui s'offraient à vous en tant qu'entrepreneur en Gironde plus spécifiquement, ou vous avez été mis en relation via des réseaux? Alors, ça s'est fait beaucoup par les recherches Internet, on a la chance de l'avoir. Et il y a des sites qui sont spécialisés, et je cherchais le nom, qui proposent justement de vous accompagner dans la rédaction de business plan. Oui. Et le nom m'échappe, c'est dommage parce que il y a entrepreneur dedans, et ils ont changé de nom il y a peu de temps. Je ne sais pas si c'est pas France Entrepreneur ou quelque chose comme ça. France Entrepreneur, ça existe, oui. Ouais, voilà, c'est ça. Il s'appelait CFE à l'époque. Oui, d'accord. Bon, parfait. Donc, je suis passé par eux. Effectivement, ils ont tout un système en ligne qui vous permet de rédiger le business plan. Et après, in fine, qui vous propose des pistes pour effectivement trouver des associations pour vous aider dans le cadre de la création. Et après, il y a quand même beaucoup d'acteurs locaux en général qui peuvent vous aider. Souvent, le Pôle emploi qui reste souvent le premier interlocuteur. Et puis voilà, puis les relations proches. Ça, c'est vrai que c'est un très bon tuyau à donner aux entrepreneurs, toujours avoir cette veille sur ce que les localités peuvent faire pour nous, les associations, les chambres de commerce, BPI, etc. Tout ça, c'est vraiment un univers plein de ressources pour les entrepreneurs et pour les porteurs de projets. Et des fois, on n'ose pas forcément franchir les portes ou aller se présenter, mais c'est essentiel. Et donc, vous, ça a été clairement un pilier de la création de votre société. Mais complet, alors, comme vous m'avez dit, si j'avais créé seul une entreprise, alors
En tout cas, je me suis lancé seul, donc les risques, je les ai pris seul, effectivement. Mais quand on crée une entreprise, il faut surtout savoir bien s'entourer. Et quand je dis bien s'entourer, c'est donc frapper aux portes et pas hésiter, effectivement, même à se faire refuser parfois, hein, ou à demander des choses. Mais beaucoup de gens sont bienveillants la plupart du temps et peuvent vous orienter. Parce qu'il y a, voilà, il y a la DI, les missions locales. Après, c'est vraiment propre à chacun de son vécu, de d'où on vient, voilà. Mais il y a toujours quand même des gens qui sont prêts à vous aider. Bon, c'est rassurant. On n'est jamais seul dans l'entrepreneuriat. En tout cas, sur les phases de démarrage, non. Après, une fois que vous êtes, c'est vous qui pilotez, il ne faut pas l'oublier. Oui, tout à fait. Vous pilotez et vous pouvez vous faire aussi accompagner. Mais la preuve en est, c'est que sur ma comptabilité, je suis très bien accompagné. Non, allez, je vous embête. Non, Vous pourrez super. couper s'il y a besoin. Pas de souci. Et du coup, est-ce que vous avez un modèle, une société qui vous inspire ou quand vous voyez la success story ou les valeurs que la société pourrait communiquer, vous vous dites ben, j'aimerais bien que Recycléo ressemble à cette histoire? Alors, en fait, actuellement, je lis Gunther Pauli. Je ne sais pas si c'est qui est en fait un des précurseurs de tout ce qui est la Blue Economy, l'économie bleue, et qui parle justement de cette création d'économies sur base d'économies vertueuses en s'appuyant essentiellement sur ce que propose la nature. Par exemple, il donnait, alors, du coup, j'ai pas d'exemple parce que en fait, je l'ai lu il y a, enfin, j'ai pas fini, mais je sais qu'il donne beaucoup d'exemples sur, je prends sur la culture des saumons, par exemple. Aujourd'hui, les saumons sont élevés en batterie. D'ailleurs, on regarde, il y a pas mal d'émissions qui en parlent, où malheureusement, ils sont suralimentés, surmédicamentés, parce que dans des environnements clos, voilà, ou un petit peu, je reprends aussi les poulets, parce que j'ai vu ça il n'y a pas longtemps, mais vraiment dans des environnements qui sont peu propices pour le poisson lui-même, et forcément, ça s'impacte sur l'assiette et sur tout l'écosystème qu'il y a autour. Et aujourd'hui, effectivement, lui préconise, même au niveau des problématiques de la surpêche, que l'on puisse effectivement mieux être à l'écoute de son environnement. Et il le dit, aujourd'hui, il y a une solution pour éviter les effets de la surpêche, c'est simplement d'éviter de remonter les femelles qui sont en portée sur les poissons. Hein, je ne sais pas si on dit femelle, mais... Et il dit qu'aujourd'hui, on a la capacité technologique de le faire. Et certains le font. Mais effectivement, le problème, c'est qu'on est aujourd'hui sur des chalutiers avec des gros filets qui remontent tout et n'importe quoi, et on ne fait plus de distinction. Et on est sur effectivement un principe de surpêche. Donc, aujourd'hui, effectivement, le modèle d'entreprise, c'est plutôt des entreprises seraient plutôt de petite taille, en cas de taille humaine, et qui restent à l'écoute de leur environnement. Je crois que c'est vraiment l'idée, parce que je vois souvent, même nous qui avons des grosses structures comme clients, des fois, on a l'impression que l'âme de l'entreprise elle-même, alors il y a la publicité qui envoie une image, qui est très marketée et très bien ficelée. Et quand on les connaît un petit peu de l'intérieur, nous on discute avec des gens qui sont à toutes les échelles, on s'aperçoit qu'on est un petit peu loin du compte quand même. C'est vrai qu'il y a toujours la valeur idéale et après le background derrière ce qui se passe vraiment. Mais du coup, oui, vous, votre idée, c'est vraiment rester sur ce format-là de très petite entreprise avec ou de taille humaine en tout cas, ou de taille humaine en tout cas. Ok, d'accord. Reste à la clé. Très clair. Et dans vos démarches, vous dites donc qu'il est très important de bien choisir ses partenaires. Vous, comment vous les sélectionnez? Vous faites beaucoup sur recommandation ou vous faites vos investigations, votre benchmark? Alors, c'est beaucoup par recommandation. Et en fait, voilà, je veux dire, c'est les deux. J'ai une réponse un peu normande, mais effectivement, c'est les deux. Donc, souvent, c'est sur recommandation. Souvent, ça nous permet effectivement d'avoir des options auxquelles on ne pense pas nécessairement. Des fois, je me fie à mon instinct aussi. Hein. Je dis pas, il n'est pas toujours très bon. Et sinon, effectivement, beaucoup aussi sur de la recherche active. Et je m'appuie quand même, je l'avoue, c'est peut-être pas très bien, mais sur les avis qui sont donnés sur Internet. Les retours d'expérience. Exactement. Donc en général, ça marche quand même plutôt. J'ai rarement été déçu. Ok. Et en l'occurrence, comment vous avez trouvé Ça compte pour moi? Eh bien, ça s'est fait parce que, alors moi j'étais passé par un petit cabinet comptable
Voilà, Oui. voilà, donc quelqu'un qui était en local. Mhm. Et j'espérais effectivement pouvoir construire avec lui justement ce lien qui est pas uniquement lié professionnel, mais quelqu'un qui connaisse l'entreprise, qui puisse véritablement avoir un recul et puis même être un vrai partenaire, pas simplement quelqu'un qui fait du chiffre. Et puis au final, moi je me suis aperçu qu'au fil du temps, bon, il avait d'autres priorités et que je ne rencontrais pas en tout cas ce que j'avais espéré sur ce type de structure. Et donc j'ai commencé à regarder. Alors je crois que la comptabilité en ligne me faisait peur. J'avais beaucoup d'a priori. C'est Donc normal. du coup, j'ai quand même creusé d'autres experts comptables plus traditionnels. Et c'est là, de fil en aiguille, je me suis dit que c'était quand même assez coûteux pour un service qui au final reste assez simple parce que alors moi j'ai un logiciel par exemple que j'ai installé, je suis un peu geek sur les bords et je voyais qu'effectivement la comptabilité, c'est à partir du moment où c'est alimenté, il y a une machine derrière, si elle est bien faite, on est capable effectivement de générer en tout cas des tableaux. On reste à les décrire, à les décrypter et à faire le travail derrière. Mais donc c'est pour ça que je trouvais que c'était comme assez compliqué et peu utile que de rémunérer quelqu'un pour me saisir mes propres chiffres sur des tableaux qui va faire travailler à la moulinette et à la fin je vais payer un montant assez conséquent juste pour ça. Et donc du coup j'ai levé en tout cas mes freins sur la comptabilité en ligne et je me suis, bah voilà, j'ai regardé, je fais une recherche active, j'ai regardé le nombre d'étoiles que vous aviez et comme j'ai vu qu'effectivement ça compte pour moi était bien placé au niveau du tableau, puis pas très très loin en plus, hein, vous êtes sur Toulouse si je me trompe, C'est ça. donc je me suis dit allez on va faire un essai. Ok. Et là, maintenant, ça fait plusieurs années que vous êtes à l'essai. Et l'essai est concluant, je ne vous cache pas, il est très concluant. Et je Bon, tant mieux. recommande, je ne devrais pas le dire, mais je dis, et j'espère qu'il ne me verra pas ou autre, mais j'ai dit à mon voisin ce que je pensais aussi, et je le conseillais fortement de passer par la comptabilité en ligne. Mais voilà, le problème, c'est que je connais son expert comptable et c'est un ami à moi. Ah oui, il y a ça aussi, Donc voilà, ça bah, peut c'est pour ça, jouer. donc il ne faudra pas le diffuser. Ok, bon, on ne citera pas de nom. Voilà. Non, mais c'est vrai que je comprends les a priori que peut avoir un entrepreneur sur la comptabilité en ligne, parce que c'est encore assez novateur. C'est vraiment la nouvelle génération de cabinets d'expertise. Donc, je comprends. Je comprends ces petits doutes. Mais au final, ben, rien de mieux que de tester et de voir comment ça peut se passer, parce qu'après, on peut toujours rebondir et choisir des solutions si celle-ci n'est pas adaptée. Donc, aujourd'hui, c'est intéressant d'avoir ce retour d'expérience, surtout que peut-être qu'on peut se retrouver dans la valeur du zéro déchet, mais parce que vu que nous sommes dématérialisés, notre but, les valeurs aussi de 50 pour moi, ben, c'est de faire du zéro papier. Donc, ça colle aussi avec l'image de Recycléo. Je ne sais pas Tout si à vous fait. vous imprimez, si vous faites des exports depuis votre espace client, mais normalement, ce n'est pas nécessaire. Moi, on est très euro papier. Moi, j'ai une imprimante, c'est juste pour travailler avec les grosses administrations qui sont encore sur la solution papier. Mais Mhm. on est très zéro papier. Même Bon, si on vit quand même un peu de la collecte du papier, attention. il ne faut pas complètement l'éliminer pour Recycléo. Mais, non, puis même le 100% sans papier, ça paraît quand même assez. C'est pas toujours évident quand même. J'ai quelques feuilles qui traînent parce que c'est utile. Mais voilà. Mais en tout cas, c'est minimiser et éviter surtout le gaspillage. Et le numérique, après, c'est question d'habitude, mais je suis très à l'aise et j'aime beaucoup. Et comme je dis, je suis un peu geek. Donc, donc voilà, ça pose pas de C'est bien. problème. Bon, il faut l'être un petit peu quand même, hein, parce que si vous n'êtes pas à l'aise avec le dématérialisé, ça peut quand même à un moment donné pêcher. Oui, mais après, c'est juste le temps de prendre un peu le repère au niveau de la Mm. plateforme. Et puis, il est comme, votre site est bien fait parce que le gros avantage, vous êtes, je pense, sur du machine learning, c'est que l'ordinateur, au fur et à mesure de ce qu'on lui donne comme information, est capable effectivement de reconnaître et de nous accompagner sur l'identification, par exemple, d'une écriture. Et puis, ça reste assez basique quand même, hein. Je pense que aujourd'hui, toute personne qui envoie un mail est capable quand même de se retrouver sur votre plateforme. Vous n'êtes pas Très souvent, expert d'ailleurs. comptable de formation, Qui vous? Pourquoi vous dites ça? Ah non, non, pas du tout. Ah non, si j'étais expert comptable, ben je vous donnerai pas d'argent, je le garderai.
Moi, ça se retrouve alors. Super. Donc, si on devait faire un récap par rapport, vous, à votre profil, votre reconversion, votre création d'entreprise et aujourd'hui, votre phase de développement, qu'est-ce que vous voudriez dire à une personne qui nous regarde et qui hésite à entreprendre, qui hésite à se lancer? Alors, s'il hésite, il faut qu'il comprenne pourquoi. Et de toute manière, c'est plutôt sain d'hésiter. Parce que en fait, j'estime que la création d'une entreprise, c'est un petit peu comme quelqu'un qui va sauter d'un avion en marche. C'est pas naturel. Ce que je veux dire, c'est que beaucoup de gens, et enfin moi le premier en tout cas, on a l'habitude effectivement à la fin du mois de percevoir un salaire. Lorsqu'on crée une entreprise, il faut considérer que ce système de paiement à la fin du mois, et donc même de calcul des besoins et autres, il faut l'étaler sur le temps. Et ça doit être accompagné. Il ne faut pas se lancer du jour au lendemain, surtout si on a une famille derrière. Donc, c'est très clair, hein, les services tels que Pôle emploi ou autres, ou des services qui vous permettent en tout cas un temps de vivre sans revenu, je dirais, issus de votre travail, vont vous permettre, en tout cas, il faut l'intégrer dans votre business plan, de tester le portage de votre activité pour qu'elle-même puisse vous porter. Mais donc, tout ça, ça veut dire que si on hésite, avant tout, il faut tout mettre sur un business plan, un plan d'affaires en tout cas, et se poser les questions, se faire accompagner pour se poser des questions à la fois sur la vie de l'entreprise, mais également, et c'est essentiel, sur votre vie par rapport à la vie d'entreprise. Et donc, autant il y a exactement. Et autant il y a le plan financier qui va vous permettre de voir quel sera votre chiffre d'affaires dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 mois, dans 6 mois. Mais autant il y a à côté votre revenu mensuel qui va rentrer et qui va vous permettre de couvrir le loyer, les charges d'électricité, voilà, les frais d'essence, le manger, éventuellement les frais des enfants. Donc, voilà, donc tout ça, c'est deux choses qu'il faut pouvoir associer en sachant que la création d'entreprise, il y a aussi une prise de risque, mais une prise de risque, ça se mesure. Et ça se mesure grâce au business plan et grâce aussi à des partenaires qui peuvent vous aider. Et des fois, on se dit, ah, on va aller en direction nord-nord-ouest. Et pendant qu'on rédige le business plan, vous allez voir, et même moi, si aujourd'hui, ça m'est arrivé de regarder mon business plan, entre ce que j'avais mis au départ et ce que j'aurais mis après relecture, je me dis, bah non, déjà, il manque ça. Là, non, c'est pas bon. En fait, c'est ce qu'on appelle vraiment une approche systémique. C'est qu'en fait, on part dans une direction, ça va tout droit, et à un moment donné, en fait, on fait une sorte de boucle, et ça fait une spirale pour effectivement s'auto-alimenter, et on part dans... Il ne faut pas partir dans des délires. Hein. On part effectivement dans une nébuleuse dans une projection, très bien, qui nous permet de créer quelque chose qui réponde surtout à des besoins. Très clair. Mais je pense que ça peut complètement servir à des porteurs de projets. Donc, analyser les risques, analyser le business, analyser le projet, comment combiner vie perso et projet pro pour trouver un équilibre aussi personnel, parce que c'est beaucoup de temps et d'investissement qu'être entrepreneur. Et au final, savoir conserver les valeurs et suivre la guideline qu'on s'est fixée pour ce projet. Si je récapitule et si j'ai compris ce que vous vouliez. Vous avez tout à fait bien compris, Anna. Super. Bon, c'est top. Merci pour ce retour d'expérience. Si je dois vous souhaiter quelque chose pour 2021, qu'est-ce que ce serait? Alors, le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est de nous souhaiter à tous, hein, c'est qu'on arrive à se débarrasser de ce satané Covid. Voilà. Oui, ça. Oui, on va croiser les doigts. C'est vrai que c'est quand même c'est un défi pour demain hein, et pour tout le monde. Si on pouvait avoir 2021 sans Covid et qu'on refasse une interview l'année prochaine, N+1, que ce soit vraiment loin derrière nous, que tout soit reparti à la normale et surtout l'économie, l'activité. Oui, surtout, je pense beaucoup aux entreprises qui aujourd'hui ne peuvent pas fonctionner. C'est quand même, c'est pas évident. Et surtout tous ceux qui se sont lancés pendant cette période. Et il y a beaucoup de créateurs. En tous les cas, voilà, c'est aussi le rôle de l'expert comptable. Je fais une petite parenthèse pour nos clients qui nous regardent et qui sont créés en 2020. Heureusement qu'ils ont été accompagnés et qu'ils ne sont pas retrouvés tout seuls face à ce contexte et cette multitude d'informations à trier, analyser dans toutes les démarches administratives qui sont proposées. Donc, on se souhaite ça, de continuer à se serrer les coudes et à garder la santé. C'est ça.
Bon, super. Bah, écoutez, merci beaucoup, David, pour votre témoignage. Merci, Anna. C'était un pur plaisir, surtout avec une si belle société avec de belles valeurs qui donnent foi en l'avenir et en recyclage. À très bientôt. Oui, au plaisir. Bon courage. Et mes Merci. amitiés à Sophie. On fera la bise à Sophie. C'est gentil. Merci beaucoup. Allez, à bientôt, David. Bonne soirée. Merci, au revoir. Au revoir. Merci les entrepreneurs d'avoir suivi ce nouveau rendez-vous de Il compte pour nous. J'espère que le témoignage de David vous inspirera et vous donnera envie de recycler aussi, très important. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de Il compte pour nous. Et en attendant, on reste en contact via les réseaux sociaux.